Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois d'avril sous forme de top flop. Et on a du pain sur la planche parce qu'il y a 19 titres dans le top flop ce mois-ci. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois d'avril et peut-être même du mois de mai. Sans plus tarder, c'est parti. 19ème place pour Tokyo Elegy, j'ai pas du tout aimé. C'est Mizumaru Anzai qui va nous raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance. Faut savoir que ça date des années 80. Et on va être dans la peau d'un personnage qui est dans le Tokyo des années 50. Donc à une époque où la Tokyo Tower venait d'être construite. Et on va suivre un petit peu son quotidien. Les dessins ne me plaisent pas du tout. Le récit est globalement très ennuyeux. Et même le thème est très inintéressant. Donc c'est un non pour moi. Et c'est pour ça que ça finit à la dernière place ce mois-ci. Dommage parce que j'en attendais beaucoup. Et il y a un deuxième manga de l'auteur qui s'appelle Bourrasque de printemps qui sort cette année. Je vais quand même tenter l'expérience par curiosité, mais je pense que c'est pas ma tasse de thé. 18ème place pour Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. Alors globalement pareil que pour Tokyo Elegy, en un tout petit peu mieux. Je suis complètement passé à côté, les dessins ça a pas du tout marché sur moi, j'aime pas trop. On est sur des histoires courtes, mais aucune ne m'a vraiment marqué. Je peux pas en dire grand chose de plus, tout simplement c'est pas forcément un recueil que je vais relire beaucoup. J'attends de voir l'autrice sur autre chose puisqu'il y a Un voyage à l'asile qui va sortir cette année certainement chez Yamacho. Donc je lui laisserai une seconde chance, mais en tout cas celui-ci, ça n'a pas marché. 17ème place pour Seraphim. Alors vous voyez, il y a beaucoup de mangas édités chez Yamacho. C'est pas parce qu'ils sont pas bons qu'ils sont à la fin. C'est juste quand j'en ai lu beaucoup. Donc forcément, vous allez en retrouver en haut du classement et vous en retrouvez aussi en bas du classement. Alors Seraphim, c'est le fruit de la collaboration entre Mamoru Oshii et Satoshi Kon. Et il faut savoir que c'est une œuvre inachevée parce qu'il y a eu des conflits en fait entre les deux auteurs. Ce qui fait que le manga se finit un petit peu en eau de boudin. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées. Au niveau du dessin, c'est vraiment super beau. On sent vraiment l'influence de Otomo sur Satoshi Kon. Et on sent aussi que ce manga a peut-être influencé d'autres œuvres d'aujourd'hui. Je retrouve notamment des éléments que j'ai retrouvés dans The Last of Us, par exemple. Donc là, on est dans le cas où Seraphim a influencé The Last of Us, mais Seraphim a beaucoup été influencé par Akira. Forcément, on retrouve ces grands immeubles, on retrouve ces paysages hyper urbains, et c'est plutôt plaisant pour les yeux. Alors au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, on s'y perd un peu. Honnêtement, c'est souvent trop verbeux, trop complexe, et donc en plus du fait que ce soit une histoire inachevée, on se retrouve à la fin de la lecture en n'ayant pas compris grand chose. Donc c'est pour ça que Seraphim ne peut pas être plus haut dans le classement. 16ème place pour un polar de Jiro Taniguchi et Natsuo Sekikawa, c'est Trouble is My Business, qui est en 6 tomes. Alors faut savoir que c'est un manga épisodique, c'est-à-dire que les chapitres ne se suivent pas forcément. Il y a un petit fil conducteur, notamment autour du personnage de Jotaro Fukamachi, mais on est sur des enquêtes distinctes et il n'y a jamais un chapitre qui suit un autre. Donc Jotaro Fukamachi, c'est un détective privé ou simplement un privé comme il l'aime se surnommer. Et lui, il enquête dans des milieux un petit peu sombres du Japon, donc plutôt vers les Yakuza, vers la pègre, et il va se retrouver dans des situations très compliquées à chaque fois, entre la vie et la mort, parce qu'il est allé dans un endroit où il fallait pas aller, il est totalement addict à l'argent, addict à la boisson, bref, il a plein de vices, mais il reste quand même attachant. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, et puis le tome 2 un petit peu moins, puis le tome 3 un petit peu moins. Et en fait 6 tomes c'est trop. On se lasse assez vite, ça devient assez vite répétitif. Moi je suis pas un énorme fan du format épisodique. Je pense que le seul manga dans lequel ça a vraiment marché sur moi c'était Vertical. Et là c'était vraiment poussif quoi. Alors au niveau des dessins de Jiro Taniguchi, il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est très beau, mais je préfère quand même l'auteur sur du slice of life à la Quartier Lointain, ou sur du Sommet des Dieux par exemple, que dans les polars, que dans du hard-boiled, comme il l'appelle. C'est tout de même un style qui me plaît beaucoup moins. Bref, Trouble is My Business, c'est pas un mauvais manga du tout, mais pour moi, 6 tomes, c'est un peu trop répétitif. Peut-être qu'il faut prendre le temps de le lire. Peut-être que je les ai lus un petit peu trop d'affilée. Et pourtant, j'ai quand même mis du temps à les lire parce que j'ai fait des pauses, j'ai lu d'autres mangas avant de tout m'enchaîner. Mais voilà, je pense que ça se consomme très lentement. Et je l'ai peut-être consommé un petit peu trop vite. 15ème place pour Pumpkin Night, le tome 4. Alors ce manga, normalement, il est un peu plus haut dans mes classements. Mais je sais pas, celui-ci était peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux. Alors de Pumpkin Night, on va pas en attendre un scénario de fou, un récit de fou. Mais tout de même, un petit peu de cohérence, ça fait pas de mal. Et j'ai du mal à la retrouver dans celui-ci. J'avais un petit peu peur déjà à la fin du tome 3. Au niveau des dessins, au niveau de l'ambiance, je suis toujours aussi conquis. Mais j'ai un petit peu peur sur comment va partir le scénario. Et surtout, il faut absolument pas que ça soit un manga qui dure dans le temps. On est déjà à 7 tomes au Japon. Donc j'espère que ça excédera pas les 10 tomes, on verra. En tout cas, j'aime quand même beaucoup cette série. Dès qu'elle sort, c'est en haut de ma pile à dire. Je passe un bon moment de divertissement, mais il faut pas que ça aille non plus trop dans l'incohérence. Également un auteur qui est beaucoup plus haut dans mes classements d'habitude, mais celui-ci m'a un petit peu déçu.
Pino, l'IA émotionnel. Alors objectivement, vous allez voir des mangas qui sont au-dessus dans ce classement que Pino devrait normalement battre à plat de couture. Je l'ai placé aussi bas parce que j'ai été déçu par rapport aux grosses attentes que j'avais sur ce manga, que j'avais par rapport à cet auteur, puisque c'est l'auteur Murakami de Chien gardien de l'étoile, du Chien qui voulait voir le sud et de L'Oiseau bleu, qui sont 3 recueils que j'ai adorés. On sent que le thème du manga n'est pas forcément le sujet de prédilection de Murakami, donc en fait on a l'impression qu'il veut en faire des tonnes pour nous prouver qu'il connaît ce sujet de l'IA. Et il se perd du coup dans des explications qui apportent pas grand chose au manga et qui vont justement ralentir le rythme, qui fait que par rapport au Chien gardien d'étoiles par exemple, où je tournais les pages hyper vite parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite, parce que c'était super addictif, sur Pino c'était un petit peu plus compliqué. Ça a été déjà beaucoup plus compliqué de rentrer dans l'histoire parce que on est sur de l'IA, donc c'est forcément un peu moins attachant qu'une histoire autour d'un chien. Alors il est toujours aussi fort pour donner vraiment de la profondeur à ses personnages et leur donner vraiment un background, et on sent qu'il a envie de créer de l'émotion comme sur ses autres mangas, mais parfois en ne faisant un peu trop. C'est-à-dire qu'il fait pleurer ses personnages à tout va dans Pino, l'IA émotionnel, et on sent que c'est pour nous faire sortir les larmes aussi, mais pour moi ça crée l'effet contraire, c'est-à-dire que je me détache encore plus de la lecture. Ça reste tout de même une bonne œuvre, mais je suis quand même globalement déçu. Il y avait des personnages intéressants, notamment la vieille dame qu'on peut voir sur la couverture, et l'idée est vraiment bonne de base, mais trop mal exploitée. Donc ouais, petite déception. 13e place pour Mon chat et moi chez IMHO. On est sur un genre de BD gag. Le format me fait penser d'ailleurs au Chat de Philippe Gueluc. Et les premiers gags, les premières pages m'ont fait vraiment beaucoup sourire. Moi qui ai un chat à la maison, je me retrouve dans beaucoup de situations que vit ce personnage avec son chat. Le petit problème, c'est que les gags les plus drôles sont au début, et le début il dure pas grand chose, il dure que cette partie-là, et le reste on va plus se centrer sur son personnage à elle, sur encore des chats un petit peu après, mais ça va moins se centrer sur ce qui fait l'essence, je trouve, de ce recueil. Et c'est un peu dommage, je suis un petit peu resté sur ma faim. Mais vraiment, globalement, c'est quand même un recueil qui m'a fait beaucoup sourire. Même dans les autres histoires, il y a des gags qui sont vraiment drôles. Mais en tout cas, ça détend, ça fait du bien. Donc, très content de cette acquisition. Juste un petit peu dommage au niveau du format, parce que c'est le seul manga de chez IMHO qui est dans ce format-là, qui correspond pas du tout aux autres. Si je vous mets par exemple Séraphim à côté, vous voyez, hop, ça dépasse, alors que vraiment tous les autres sont sur le même format que Séraphim. Bon, ça c'est un peu une remarque de maniaque qui veut que tout soit bien aligné, mais quand même ça fait une petite différence. À la 12e position, on retrouve du Maruo avec Paraiso. J'ai vraiment bien aimé ce recueil. On va aborder le thème de la guerre et de la religion, tout d'abord dans une première histoire qui se passe au Japon, dans un orphelinat catholique, où c'est un curé qui gère cet orphelinat et qui sombre totalement dans la violence, dans la folie. On va avoir une autre histoire qui se passe à Auschwitz, cette fois dans les camps de concentration. C'est un prêtre qui va être enfermé dans le camp. Mario veut nous faire passer un message sur la noirceur de l'âme humaine. On sent qu'il va vraiment dans ce côté sombre, et pour ça il va se concentrer sur 2 thèmes qui sont vraiment au centre de l'histoire de l'humanité, que sont la guerre et la religion. Ça fait vraiment du bien de retrouver Maruo sur quelque chose de un peu moins trash, même si ça l'est, par rapport à mes lectures du mois dernier, notamment Yume no Kusaku, qui m'avait pas trop convaincu, parce que justement trop trash. Là c'est vraiment le Maruo que j'ai envie de lire, et j'ai été globalement plutôt conquis par Paraiso. Au pied du top 10, mais un récit que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Gardiens du Louvre. Alors je crois qu'il rentre même pas dans l'image tellement elle est immense. C'est par Jiro Taniguchi, c'est en partenariat avec le Louvre. Et dans cette histoire, qui est tout en couleur, donc vraiment les pages sont en couleur, l'édition est magnifique par Futuropolis, Jiro Taniguchi va nous démontrer tout son amour pour l'art quel qu'il soit. Les dessins et les couleurs sont vraiment magnifiques. Pour toutes les amatrices et tous les amateurs d'art ou du Louvre, je vous le conseille vraiment parce que vous allez en prendre plein les yeux. On entre dans le top 10 avec Vie d'ensemble au-delà des mots, qui est un nouveau manga édité chez Naban. C'est par le même auteur que La règle de 3, qui était un diptyque édité chez Sakamanga que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et encore une fois, je suis conquis, déjà par le dessin, qui est vraiment simple mais qui est tellement efficace, mais aussi au niveau de l'histoire qui me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. C'est pas forcément le genre de manga que j'ai l'habitude de lire. On va nous parler de 2 hommes dont l'un est professeur de japonais et l'autre est fleuriste, et ils décident un jour de vivre ensemble. Alors tout le monde va se poser des questions sur leur relation. Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont en couple? Et en fait l'histoire va tourner un petit peu autour de ça, parce que eux-mêmes n'ont pas de vraie définition à leur relation. C'est-à-dire qu'ils sont pas amoureux, donc ils se considèrent pas comme un couple. C'était des camarades de classe, donc ils se considèrent pas forcément comme des amis. Pour eux, ce qui compte, c'est que quand ils sont ensemble, ils se sentent à l'aise, ils se sentent bien. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de vivre ensemble, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de mot qui va définir leur relation. Donc le titre et la traduction qu'a choisi Naban est vraiment très bien choisi, puisque ça s'appelle Vie d'ensemble au-delà des mots. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette œuvre.
je vous conseille ce tome 1 pour la découvrir. Et c'est aussi pour cette raison que j'aime beaucoup cette maison d'édition, c'est que ça me fait découvrir des styles vers lesquels je serais pas forcément allé et qui au final sont vraiment super intéressants. 9ème place pour The Alpine Climber, le tome 2. Alors vous saviez, j'étais un tout petit peu mitigé sur le tome 1. Ce tome 2 fait vraiment remonter la série dans mon estime. On est vraiment sur ce que j'aime voir dans du manga d'alpinisme. On quitte le jugement un petit peu biaisé de papa-maman que j'avais pas trop apprécié dans le tome 1 et on va directement dans le vif du sujet, aux États-Unis, à l'abord d'un sommet. On s'attache de plus en plus au personnage de Yasushi Yamanoi, qui est vraiment un personnage de shonen, hein, puisque il est plein de détermination, plein de courage. Il démarre de rien et puis on sent qu'il va l'atteindre ce sommet à un moment. Les dessins sont impeccables au niveau de l'intensité, c'est vraiment très bien dessiné aussi. Bref, très content, vivement la suite. 8ème place pour Lyrica. Alors j'ai vu mon ami de la chaîne Sélection Manga, Adrien, qui est tombé par hasard par ce recueil et qui l'a acheté, qui a été un petit peu choqué par ce qu'il a vu parce que il savait pas de quoi ça parlait, donc forcément quand on sait pas de quoi ça parle, ça choque un petit peu. Donc, je comprends totalement, moi pour le coup je l'attendais depuis des mois, depuis son annonce, et je suis très très satisfait du rendu. On est sur un recueil d'histoires érotiques, donc pour public averti. Donc c'est un Gekiga par Keizo Miyanishi, et c'est somptueux. Au niveau du trait, c'est un des plus beaux qui m'ait été donné de voir dans le manga. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'il arrive à allier la poésie de ses textes à la beauté de ses dessins. C'est un recueil érotique, donc c'est souvent autour du sexe, qui est un sujet vraiment très sérieux pour lui. Et c'est magnifiquement bien fait, vraiment si vous avez l'âge requis et si vous avez un petit peu l'expérience de ce genre de recueil, foncez, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi c'était une belle claque et j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil. 7ème place pour Ville et Infrastructure de Shintaro Kago, l'un de mes auteurs préférés du moment. Je vais pas forcément vous dire de quoi ça parle puisque ça part dans tous les sens, comme souvent dans les recueils de Shintaro Kago. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment bien fait. Il manipule encore une fois le lecteur. Il part dans des délires complètement fous. Et cet auteur a une imagination vraiment débordante. Moi j'adore, je vous le conseille. Encore une fois, pour public averti, mais c'est vraiment vraiment bon. 6ème place pour Manchuria Opium Squad, le tome 13, qui décidément est l'un de mes mangas préférés, tout simplement en ce moment. Je sais que peut-être pas mal d'entre vous ont abandonné leur lecture parce qu'à un moment il y avait un petit peu une baisse de rythme, et je trouve que depuis 4-5 tomes, ce manga a vraiment repris des couleurs. Je pense que c'est mon arc préféré depuis le début. C'est rythmé, c'est passionnant, c'est captivant. Les dessins collent parfaitement à cette atmosphère un peu crasseuse, un peu sombre du manga. Et les nouveaux personnages introduits dans ce tome sont super intéressants. Moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et je vous le recommande, lisez Manchuria Opium Squad. C'est l'une de mes séries préférées chez Vega Dupuis. Et personnellement je trouve ça génial. 5ème place, une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser ? Un titre très long pour un manga très bon. Comme Ville et Infrastructure, on est un petit peu sur la même structure, avec des histoires courtes. Shintaro Kago qui déjoue totalement les codes du manga et qui se régale à jouer avec nous. C'est encore un cran au-dessus de Ville et Infrastructure. Je vous le recommande vraiment. Kago, c'est la vie. Moi, j'adore. Au pays du podium, le tome 15 des Liens du sang. On arrive presque à la fin, plus que 2 tomes. Et là, on va se centrer sur un flashback de la mer. C'est super intéressant. J'ai largement préféré au tome d'avant qui était un tout petit peu en dessous. Là, j'ai totalement retrouvé ce qui me captive dans Les Liens du sang. Et j'ai tellement hâte d'avoir la suite, d'avoir les 2 derniers tomes. S'il vous plaît, Kiyun, faites plus vite. Je crois que le prochain est en septembre. Si on pouvait au moins avoir la fin cette année, ça serait vraiment top. Médaille de bronze pour le tome 107 de One Piece. L'un de mes shonen préférés, un manga qui m'a accompagné toute ma vie, et surtout un arc qui me plaît énormément, Egghead. Pas forcément sur l'action qui se passe à Egghead, mais surtout sur les histoires autour, c'est-à-dire hors des Mugiwara. On a plein de révélations, on sent qu'on avance dans l'histoire, et on sent aussi qu'on se dirige vers la fin, puisqu'on est dans la saga finale, avec cet arc Egghead. On va voir quel sera le prochain. En tout cas, toujours un plaisir de relire les chapitres en tome, parce que moi je les lis toutes les semaines, mais c'est quand même cool de pouvoir se relire un tome en entier. Et toujours aussi fan du premier tirage que fait Glénat depuis le tome 103 avec ses couvertures métallisées. Ils peuvent continuer tant qu'ils veulent, moi ça me va. 2ème place pour Le chant de mon père de Kumsuk Kendrikim, une autrice que j'adore, que j'ai découvert avec Mauvaises Herbes. Là on va se centrer sur sa propre histoire et sur comment elle a grandi. C'est vraiment génial. Elle a un sens de la narration qui est hors du commun. Au niveau du dessin, c'est très atypique, mais moi, ça fonctionne à merveille sur moi. Et j'adore ce qu'elle fait, tout simplement. Donc, j'ai besoin de découvrir tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça que vous verrez le mois prochain, il y aura certainement d'autres œuvres de cette autrice. Et en fait, dans les mois qui viennent, je pense que petit à petit,
j'aurai acquis toutes les œuvres qu'elle a faites. Et première place incontestable pour Space Brothers, le tome 43. On se dirige vers la fin. Je sais pas quand elle sera, parce que moi à la base j'avais compris que ce tome 43 était peut-être le tome final, mais ça continue. C'était encore une fois époustouflant, c'était encore une fois un chef-d'œuvre. Je vous dis pas ce qui se passe parce qu'on est au tome 43, on est bien avancé dans l'histoire, mais s'il vous plaît, lisez Space Brothers. C'est une série qui a pas la popularité qu'elle mérite en France, alors qu'elle est tout simplement géniale. Moi je pense que je vais me faire une deuxième lecture cette année et je vais me régaler. Je pense que ça va être cet été. Ça met dans un mood incroyable, c'est captivant, c'est le meilleur slice of life qui existe pour moi. Et c'est la fin de ce top flop du mois d'avril. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci encore pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des lectures parmi celles que j'ai faites qui vous ont donné envie, peut-être que vous allez acheter. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, salut, ciao.